Est-ce que tu peux nous présenter Endolistique? Endolistique, c'est mon compte Instagram que j'ai créé il y a 3 ans et demi, sur lequel en fait je parle de mon parcours avec l'endométriose et sur lequel je partage en fait des connaissances à la fois sur la maladie mais aussi des trucs et des astuces pour mieux vivre avec la maladie. Parce qu'on présente souvent l'endométriose comme une fatalité, comme quelque chose où on va avoir un avenir super sombre, où la maladie va se développer, où on va avoir mal tout le temps, etc. C'est quelque chose qui existe. Il y a des femmes qui sont alitées en permanence, qui ne peuvent pas aller travailler. Mais il y a quand même des solutions. Et ces solutions, malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. Elles vont être différentes pour chacune, mais ce que je trouve important, c'est de les connaître. J'ai créé ce compte pour redonner de l'espoir aux femmes et leur dire qu'en fait, il y avait potentiellement des solutions pour améliorer leur qualité de vie. Et c'est vraiment important, c'est vraiment ce message d'espoir que je souhaite transmettre avec l'endométriose. On peut améliorer sa qualité de vie. Du coup, toi, tu as réalisé qu'il y avait ce besoin à travers des témoignages. Tu t'es dit, OK, il y a un vide, les gens ne sont pas informés. J'avais des femmes qui étaient face à leurs symptômes, qui prenaient ou pas pour X ou Y raison un traitement hormonal, parce que ça peut être pour des raisons de conviction, ça peut être parce qu'on ne peut pas, parce qu'on a des antécédents de cancer, ou parce qu'on ne peut pas, parce qu'on a un désir de grossesse, comme c'était mon cas, ou voilà, pour X ou Y raison, on peut ne pas pouvoir prendre de traitement hormonal, ou on peut en prendre un et être pas suffisamment soulagé, parce qu'il y a 60% des femmes qui prennent un traitement hormonal pour l'endométriose qui ne sont pas complètement soulagées, chez qui il va rester des symptômes, notamment des douleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça en fait? Parce que malheureusement, aujourd'hui, la médecine allopathique, à part la chirurgie, ne propose pas d'autres solutions en fait pour soulager. Les recherches n'ont pas suffisamment avancé sur le traitement de la maladie et sur les causes de cette maladie. C'est quelque chose qui est très mal connu et qui n'a pas beaucoup intéressé la recherche jusqu'à il y a quelques années, malheureusement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation-là? Et elles étaient perdues. Ça concerne une personne sur 20 adultes et on ne sait pas quoi faire. Pourquoi? Aujourd'hui, les dernières études montrent que ça peut être une femme sur 7 à une femme sur 5. Et quand on parle d'adultes, en fait, ça peut commencer dès les premières règles. Donc ça peut commencer à 11-12 ans. Donc on élargit encore la population. Donc ça fait beaucoup de monde. Pourquoi? En fait, il y a plein de raisons. La première, c'est que c'est une maladie exclusivement féminine. La plupart des recherches scientifiques sont faites sur les hommes. Les recherches scientifiques médicales pour les problèmes féminins sont quand même relativement limitées. Il y a ça, il y a le fait que ça touche quelque chose de très tabou, ça touche au corps de la femme, à la reproduction, à l'utérus, aux règles, et ce genre de choses, on ne veut pas en parler, c'est super tabou en fait. Une autre raison, c'est que en fait, on a toujours considéré que les femmes, c'était normal d'avoir mal, notamment pendant les règles, quand on était une femme, que quand on avait mal, c'était psychologique, que en fait, prendre un antidouleur, c'était largement suffisant et que en fait, il n'y avait rien de pathologique derrière. Et donc, on a accordé assez peu de crédit aussi à la parole de la femme. Et c'est aussi sur ça que je me bats un peu aujourd'hui au travers de mon compte, de mes interventions, etc., que je peux faire au travers de mon livre. C'est qu'en fait, quand la femme dit que ça ne va pas, quand elle dit qu'elle a mal, quand elle dit qu'elle a des problèmes digestifs, c'est pas juste parce qu'elle a mal mangé, c'est pas parce que c'est dans sa tête, c'est pas parce qu'elle est stressée. Tout ça, ça peut jouer. Évidemment, ça peut amplifier les douleurs. Mais il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose en fait. Et donc, il faut réaccorder du prix à la parole de la femme quand elle dit que ça va pas. Ça va vraiment pas. Est-ce que les médecins sont bien formés à l'endométriose aujourd'hui? Il y a une ligne qui a été intégrée dans le parcours des études de médecine en 2020. Donc ça fait 3 ans et demi, parce que c'était en décembre 2020, ça fait 3 ans et demi qu'on parle d'endométriose aux futurs médecins. Voilà. Et c'est une ligne, hein. C'est même, voilà. Et donc il y a énormément de médecins qui sont mal informés, qui connaissent mal la maladie, qui sont encore empruntent beaucoup d'idées reçues sur la maladie, qui vont dire tomber enceinte, madame, ça ira mieux. La grossesse n'a jamais guéri l'endométriose. Faites-vous retirer l'utérus, ça ira mieux. L'hystérectomie n'a jamais guéri l'endométriose. Ou alors, je passe sur des phrases qui ont pu m'être rapportées. C'était vraiment scandaleux, donc je vais pas m'apesantir dessus parce que ça
ça porte pas beaucoup d'énergie dans les propos, mais il y a voilà, toute cette formation des médecins, et même les gynécologues aujourd'hui, ils sont censés quand même être ceux qui devraient connaître le mieux la maladie, et en fait, il y en a encore beaucoup qui, eux aussi, ont des idées reçues. L'endométriose, qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont les symptômes? Il y a tout un pan de la maladie qu'on connaît moins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit l'endométriose, c'est une maladie de règles douloureuses. Oui et non, parce qu'en fait, l'endométriose peut générer des règles douloureuses, mais il y a des femmes qui n'ont pas de douleur pendant les règles et qui peuvent avoir de l'endométriose. Il y a beaucoup de femmes qui sont diagnostiquées d'endométriose dans un parcours d'infertilité, alors qu'elles n'avaient aucun symptôme. Pas de douleur de règles, pas de fatigue, pas de problème digestif, pas de problème urinaire. Il y avait de l'infertilité, et c'est à ce moment-là qu'on le découvre. Il y a des femmes qui peuvent avoir des douleurs pendant l'ovulation. Et dans ces cas-là, ce n'est pas de l'endométriose, puisque l'endométriose, c'est à cause des douleurs pendant les règles. Il y a des femmes qui ont des problèmes digestifs, qui ont des problèmes urinaires. Il y a des femmes qui vont avoir des douleurs dans l'épaule, qui vont avoir des douleurs dans les jambes, qui vont avoir des douleurs dans le bas du dos. Elles passent des IRM, elles passent des scanners pour des problèmes de tendinite, pour des choses qui n'ont rien à voir. Et on leur dit, madame, il n'y a rien. Et en fait, ça peut, c'est pas toujours le cas, mais ça peut être une conséquence de l'endométriose, avec des localisations très spécifiques qui sont relativement rares. Donc en plus, comme c'est rare, on en parle encore moins. Mais voilà, c'est vraiment une maladie qui est très mal connue. Et on donne aujourd'hui encore, je le vois encore dans certains articles de presse, une définition qui est erronée. Alors c'est quoi la vraie définition? Alors la vraie définition, je vais dire que c'est une maladie chronique systémique. Et donc, ce n'est pas une maladie gynécologique, ça c'est important, dans laquelle il y a du tissu semblable à la muqueuse de l'utérus qui s'appelle l'endomètre, donc du tissu semblable et pas du tissu identique, qui va aller se greffer sur d'autres organes du corps, la plupart du temps dans le petit bassin, donc ça peut être sur la vessie, sur les ovaires, sur les trompes, sur la fin du système digestif, sur des ligaments hétérosacrés. Mais ça peut être dans d'autres parties du corps, ça peut être sur les poumons, sur le diaphragme, sur le foie. C'est des localisations qui sont très rares, mais ça existe et ça génère des symptômes qui sont très différents. Quelles sont les causes de l'endométriose? Aujourd'hui, on ne connaît pas les causes. On n'a pas trouvé d'où vient cette maladie, mais on s'aperçoit que les différents systèmes du corps sont en jeu dans cette maladie. C'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes digestifs, on s'aperçoit que le microbiote a un rôle à jouer en fait, dans la manière dont la maladie se développe. Le système immunitaire aussi, puisqu'en fait, dans la théorie aujourd'hui la plus répandue, en fait, l'endométriose viendrait du fait qu'il y ait du sang qui s'échappe par les trompes pendant les règles et qu'ensuite le sang va coloniser les autres organes. Mais en fait, il y a 90% des femmes aujourd'hui qui ont ce reflux par les trompes et pourtant, il y a 10% à 15% des femmes qui ont l'endométriose. Comment on explique que cette différence de chiffres? Et donc, il y a une hypothèse qui dit que ça pourrait être lié à un déficit du système immunitaire qui n'arrive pas à éliminer les lésions, voire le système immunitaire qui s'attaque au corps de la femme en fait. Donc il y a des pistes de maladies auto-immunes autour de l'endométriose. Ça fait partie des nombreuses pistes comme un défaut de développement des cellules pendant le développement embryonnaire du bébé, parce qu'on a retrouvé des bébés filles donc bien avant leurs règles, qui avaient également des lésions d'endométriose. Donc, voilà. Donc cette théorie du reflux, c'est celle qui est la plus partagée en France aujourd'hui, mais elle est assez battue en brèche, notamment dans les autres États du monde, et puis en France aussi. Parce qu'il y a d'autres recherches qui montrent que c'est beaucoup plus complexe que simplement le sang qui s'échapperait des trompes pendant les règles. On se doute bien que dans la vie personnelle, il y a un impact qui est énorme, évidemment. Comment ça se joue dans le milieu professionnel aujourd'hui ? Il y a des études qui sont sorties, alors je peux citer quelques chiffres. L'endométriose, ça représente 11 heures de perte de productivité par semaine pour une seule femme. Il y a 65% des femmes qui sont atteintes d'endométriose qui disent que ça affecte leur quotidien professionnel. Donc c'est des chiffres qui sont énormes. Et on le disait tout à l'heure, en fait, ce ne sont pas des simples règles douloureuses. Donc il y a des femmes qui, effectivement, vont avoir des très fortes douleurs pendant les règles et vont devoir absolument s'absenter pendant 3 jours, 4 jours pendant les règles. Mais ça peut être en dehors des règles, parce qu'on parle souvent de la crise d'endométriose, qui est en fait une crise inflammatoire où les douleurs sont décuplées, c'est très très intense. Il y a certaines femmes qui finissent aux urgences sous perfusion d'antidouleurs pour soulager ces douleurs-là. Et donc ça peut être à n'importe quel moment du mois où, en fait, le matin ou au milieu de la journée, on ne peut plus rester au travail, quoi. Qu'on soit dans un travail de bureau ou dans un travail où on est debout toute la journée, on peut juste pas rester là. Il y a des femmes qui vont avoir, au-delà des douleurs, il y a des problèmes digestifs.
quand on a des problèmes digestifs, on peut être en plein milieu d'une réunion ou d'un soin d'un patient si on est infirmière et avoir une urgence pour aller aux toilettes. Mais une urgence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester 2 secondes assise. Donc se lever, quitter l'activité qu'on est en train de faire, ça génère beaucoup d'incompréhension parmi les gens avec qui on travaille. Ça peut être beaucoup de fatigue et du coup une moins bonne présence pendant le travail. Ça peut être l'infertilité qui génère énormément de rendez-vous pour lesquels on est obligé de s'absenter pour les suivis d'échographie, les prises de sang, les traitements, etc. Donc ça aussi, voilà, c'est quelques exemples, mais qui impactent énormément la femme dans son quotidien. Et ce ne sont pas uniquement les douleurs, ça c'est important de le dire. Ça peut être des femmes aussi qui ont du mal à rester assises, parce que l'endométriose génère des adhérences, en fait que les organes se collent dans le bas du ventre. Et donc ça génère des douleurs neuropathiques, des douleurs de type coup de couteau, piqûre d'aiguille ou décharge électrique, qui font que quand on est assis, c'est intolérable. Et à l'inverse, il y a des femmes qui ne peuvent pas rester debout non plus. Qu'est-ce que tu conseillerais à une entreprise? Qu'est-ce que l'entreprise peut mettre en place? Alors moi, la première recommandation, c'est de travailler sur la culture managériale. Parce que c'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises, mais il y a quand même une culture française du présentéisme. Enfin, voilà, moi, je travaille encore en entreprise aujourd'hui et je m'aperçois, et depuis toujours en fait, dans ma vie professionnelle, que si on arrive plus tard, si on part plus tôt, si on fait beaucoup de télétravail, etc., eh ben, on va considérer qu'on est une moins bonne salariée, qu'on est moins productive, etc. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Et donc, toute cette culture managériale de se dire qu'en fait, on est tout à fait aussi compétente qu'une autre et peut-être que juste le travail, on le fait différemment, on s'organise différemment en fonction des moments du cycle, en fonction des moments de la journée, etc. Peut-être qu'on travaille beaucoup mieux à la maison parce qu'on est plus confortable et que du coup, au bureau, on va moins bien travailler, donc il vaut peut-être mieux être en télétravail, même si pour des réunions d'équipe et tout, c'est peut-être plus compliqué, mais finalement, ça se passe beaucoup mieux et pour la salariée, la collaboratrice et pour l'entreprise, parce que finalement, tout le monde s'y retrouve. Voilà, il y a vraiment un gros travail sur la culture managériale. Après, il y a un gros travail d'adaptation des conditions de travail aussi. On en parlait, télétravail, adaptation des horaires, adaptation, ergonomie du poste de travail aussi, parce qu'il y a des femmes qui vont se sentir plus confortables de travailler assises sur un ballon, parce que du coup, le bassin est plus mobile. Voilà. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a des femmes qui, peut-être dans des travaux de bureau, seraient plus à l'aise de travailler debout. Voilà. En fait, c'est vraiment très différent en fonction des femmes, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, on peut adapter le poste de travail à la fois sur les horaires et puis sur l'ergonomie. On peut aussi potentiellement aménager des salles de pause, faire des ateliers qui permettent de sensibiliser à la fois l'ensemble des collaborateurs, mais peut-être des ateliers aussi dédiés aux femmes qui ont la maladie, pour leur faire découvrir des pistes pour soulager en fait, ces symptômes en complément de leur suivi médical. Voilà, il y a vraiment énormément de choses à faire. C'est un peu le pivot finalement, ce qui va te permettre de sécuriser ta santé pour aller mieux, pour être performante au travail. Bien souvent, quand elles sont en difficulté professionnelle parce que c'est trop, la charge de travail est trop lourde par rapport à leur capacité en fait, avec la maladie, elles se tournent vers des métiers qui sont moins demandeurs mais souvent beaucoup plus précaires et qui sont aussi moins rémunérateurs. Et donc voilà, c'est vraiment une double peine. Donc ce sujet du remboursement des soins, il est hyper important en fait. On est un peu dans un serpent qui se mord la queue parce que tant qu'on n'a pas agi à un endroit, en fait, on se retrouve. Voilà. Et donc, choisir d'aider les femmes en fait, à pouvoir mettre en place ces solutions, ces soins de support, c'est vraiment important. Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce qui serait maladroit ou déplacé? En fait, c'est toujours délicat pour les femmes d'aller dire au manager « j'ai de l'endométriose » en fait, parce que voilà, on dit il faut mieux en parler, c'est important. Déjà, on n'est pas super à l'aise d'en parler. Il faut bien souvent voir la tête de la personne en face, parce que c'est une maladie gynéco, ça annonce maladie chronique, ça annonce je vais avoir des emmerdes avec ma collaboratrice et tout. Donc ça, c'est assez compliqué. Et en fait, aujourd'hui, il y a des femmes qui en parlent, il y a des femmes qui n'en parlent pas, il y a des femmes qui n'en parlent qu'à la médecine du travail. Et donc là, c'est relativement compliqué en fait. Il y a énormément d'entreprises qui mettent en place des conférences de sensibilisation, mais on s'aperçoit, avec les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé,
qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de femmes qui ne viennent pas à la conférence, qui vont la regarder en replay, pour pas qu'on sache qu'elles sont elles-mêmes atteintes. Et donc il y a un vrai sujet autour de est-ce que je sors du bois, comment je dis que je suis malade, comment ça va être interprété, tout ça. Et ça, il y a un vrai sujet en fait. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop comment faire ça en fait, parce que ça peut être très bien reçu comme très mal reçu. Ce dialogue qui est difficile à ouvrir, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, en tant que femme atteinte d'endométriose? On en parle ou on n'en parle pas à son manager? Moi, je crois qu'on en parle, mais il faut travailler sur la manière dont on amène la chose. Ça peut être très bien reçu comme très mal reçu, mais ça peut apporter énormément en fait, d'aide au quotidien. Et en fait, on peut aussi construire, et ça c'est vraiment un message que je souhaite transmettre, on peut aussi construire sur les compétences qu'on acquiert quand on a une maladie chronique. On acquiert énormément de résilience, on a beaucoup de capacités d'organisation. Il y a énormément de choses sur lesquelles qu'on peut valoriser. En fait, on apprend énormément de choses quand on est atteint d'une maladie chronique et on peut valoriser ça aussi dans le quotidien professionnel et ça, c'est super important. C'est super vite. Ouais, super. Ça passe très vite.